Bonsoir à tous. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le conseiller de gouvernement, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, oui, ça a été plus long pour l'un que pour l'autre. Monsieur le vice-président de la Commission européenne, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le commissaire européen, ça, c'était pas en même temps. Hein, Monsieur, je fais un petit peu dans le désordre, mais Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre délégué aux Affaires européennes, Monsieur l'organisateur des Jeux olympiques d'Albertville. Bon, l'air de rien, on a quand même déroulé à peu près tout le CV de Michel Barnier. Si Michel Barnier a été capable d'exercer autant de fonctions, c'est parce qu'il a toujours aimé les défis nouveaux. Michel Barnier aime apprendre et il part toujours du principe qu'il lui reste une marge de progression. Oui, avec le geste de la main, comme ça. En 2009, il est nommé commissaire européen au marché intérieur et aux services à Bruxelles. Alors là, on est après la crise financière, la crise des subprimes de 2008, et sa mission est notamment de réguler les marchés financiers, et donc la City de Londres. Mais alors, je me souviens de l'avoir accompagné quelquefois à l'étranger, à New York, à Washington, à Dublin, à Londres. Et à l'époque, il lui fallait un interprète en anglais, compte tenu de la technicité des dossiers. Disons qu'on va dire qu'à l'époque, il lui restait une marge de progression. Forchu, hein? Eh bien, Michel Barnier, malgré son agenda de ministre, a décidé, ça avait bluffé tout le monde à Bruxelles, de prendre des cours d'anglais tous les soirs, à près de 60 ans. Et très rapidement, il a réussi à négocier directement avec ses interlocuteurs, notamment à Londres, et il a réformé la finance. Il est même allé plus loin, il a été ensuite nommé négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, clairement devenant un peu la bête noire des Grands-Bretons. Ses talents de négociateur ont été unanimement salués, d'autant que les Britanniques peuvent être quand même assez coriaces et insaisissables, surtout en négociation. Et aujourd'hui encore, Michel Barnier considère qu'il lui reste une marge de progression. Alors bon, quand on a été Premier ministre en France, qu'est-ce qui reste ? En tout cas, le titre de son dernier ouvrage, c'est « Ce que j'ai appris de vous », chronique pour demain. Et Michel Barnier vient de lancer une plateforme programmatique qui s'intitule « Bâtir ensemble ». Alors ce soir, la Monaco Méditerranée Foundation enregistre un record d'affluence pour Michel Barnier. Ça donne peut-être une petite indication pour la suite. Mesdames et messieurs, je vais céder la parole, j'ai l'honneur de céder la parole à Monsieur Michel Barnier, député de Paris. Merci beaucoup, cher Yann Anthony, de ces introductions amicales, je ne dis pas complaisantes, mais amicales. La dernière fois que Yann Anthony Guess, qui m'a fait partager pendant assez longtemps à Bruxelles la passion qu'il a pour la principauté, hein, ici, depuis longtemps, m'a accueilli ici, c'était pour le Press Club, c'était en septembre 2023. Hein. Un an plus tard, en septembre 2024, je suis devenu Premier ministre de la France. Hein. Alors, on verra ce qui se passe le mois d'avril prochain. Mais je n'ai aucune fébrilité, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de revenir à Monaco, où j'ai eu l'honneur de rencontrer le souverain tout à l'heure et de vous saluer toutes et tous dans la diversité de vos engagements, de vos professions, et de saluer en particulier Christophe Mirmand, qui est ici, monsieur le ministre d'État, les membres du Conseil d'État qui sont ici, l'ambassadeur de France et peut-être
Jean de Sanville, je ne sais plus. Voilà, ils sont juste devant moi, c'est pour ça que je ne les vois pas d'ailleurs. Et puis, chacune et chacun d'entre vous, encore une fois, la diversité de vos responsabilités, et en particulier, s'ils me permettent de le dire, toute l'équipe du Monaco Mediterranean Foundation, le président Gianluca Baraciotti, pile poil devant moi, et toute son équipe fidèle qui organise ces conférences. Je ne sais pas si c'est un record d'affluence, en tout cas je suis très touché que vous soyez aussi nombreux et parfois un peu lointains dans la salle du fond, que je salue comme ça, voilà, amicalement. Je suis prêt à parier que dans d'autres conférences, il y en aura peut-être plus dans l'avenir, non? Quand vous allez recevoir un célèbre français astronaute, non? C'est pas grave. Bon. J'espère que vous aurez d'autres succès comme cela. En tout cas, c'est un bon signe. Dans le moment où nous sommes, ici à Monaco, comme à côté en France, que comme citoyen, vous vous intéressiez à ce qui se passe. Et en ce qui me concerne, je suis très heureux de, sans donner de leçons, partager un certain nombre de convictions pendant pas trop longtemps et puis de répondre à vos questions. Vous me demandez de parler de la France et de l'Europe, de leur destin. Je ne crois pas qu'il y ait de place pour un homme politique ou pour un citoyen engagé pour un quelconque fatalisme. Il n'y a pas de place pour la nostalgie, quelles que soient les fonctions qu'on a exercées ou les temps passés. C'est toujours utile d'avoir, mesdames et messieurs, des souvenirs, de la mémoire, ce que j'ai voulu dire dans mon dernier livre, ce que j'ai appris de vous, tout ce que j'ai appris en rencontrant des gens, et j'ai beaucoup appris, je continue tous les jours, toutes les semaines, mais ce n'est pas de la nostalgie, ce sont des souvenirs, de la mémoire, et en tout cas on n'a pas le droit d'être fatalisme. Il n'y a pas non plus trop de place pour les commentaires. Je vois sur les chaînes d'infos que vous regardez le soir, je n'en cite aucune, mais il y en a plusieurs, le nombre de commentaires de gens plus ou moins compétents d'ailleurs, qui tous les jours commentent les déclarations, elles sont assez nombreuses du président Trump, qui parle tout le temps. Les déclarations, les agressivités des uns et des autres. Je pense que c'est le temps de l'action. Et dans la plateforme qu'évoquait Yannick Nogues, que j'ai publiée il y a quelques semaines, 15 jours, ça s'appelle Bâtir ensemble. Vous pouvez d'ailleurs la consulter sur le site Bâtir ensemble 2027. J'ai en quelque sorte anticipé ma réponse à cette question pour la conférence de ce soir. Une France forte, une France fière et une Europe indépendante. Voilà ce que je crois être le destin pour lequel nous devons travailler. Comment faire que la France soit plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui? Comment faire que les Français soient fiers, et ils ont tellement de raisons de l'être, de notre pays, et comment construire avec les autres pays européens une Europe indépendante. Et dans cette principauté qui est si proche de la France, par son histoire, par sa culture, par ses racines, par son économie, je crois que je peux être compris en évoquant ces trois enjeux de la force, de la fierté et de l'indépendance. Si je parle d'une France forte, c'est que nous ne le sommes pas aujourd'hui. Je ne vais sûrement pas dénigrer mon pays, puisque j'ai eu l'honneur de le servir au plus haut niveau comme Premier ministre pendant un temps court, enfin, le temps que m'a donné M. Hollande, mélangeant ses voix avec Mme Le Pen, mélangeant ses voix avec M. Mélenchon. Voilà. C'est assez improbable, mais c'est arrivé contre moi. Mais dans ce temps-là, j'ai appris que notre pays avait de grandes difficultés, mais qu'en même temps, il avait beaucoup d'atouts. Je dirais les trois grandes difficultés de la France, les trois grandes causes de faiblesse, sont la dette, la bureaucratie et tout ce qui décourage l'initiative dans ce pays, tout ce qui décourage la compétitivité de la France. Et donc, sans rentrer dans les détails, je pense qu'il y a pour tout prochain président de la République,
et tout gouvernement l'engagement ou l'obligation de renforcer notre pays en diminuant ces 3 faiblesses. Réduire la dette. Nous avons depuis 30 ans dépensé sans compter, sans vérifier et sans évaluer. Et c'est plus possible. Il n'y a plus d'argent. Aujourd'hui, nous avons une dette de 3 200 milliards d'euros. Nous avons un coût de cette dette, ce qu'on appelle les intérêts de la dette, qui représente 61 milliards chaque année. C'était 61 milliards. Il y a des jeunes parmi vous, étudiants, je ne sais pas où, mais enfin, je serais content de discuter. Vous me diriez où, vous disiez tout à l'heure où vous êtes étudiant. Hein. Sciences Po ou pas, non? J'ai presque deviné en vous regardant. Hein. On me disait, quelle est la politique de la jeunesse que vous recommandez? Il y a beaucoup de choses à faire pour la nouvelle génération, mais peut-être plus pour la nouvelle génération que pour la prochaine élection d'ailleurs, hein, en passant. Mais la première politique de la jeunesse qu'on doit mener, c'est de diminuer la dette, parce que cette dette, elle est sur vos épaules. C'est-à-dire que les gens de notre génération, depuis 30 ans, empruntent à des taux parfois très élevés sur votre dos. Et ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Je trouve que c'est irresponsable. C'est pour ça que j'ai pris le risque de tomber comme Premier ministre en faisant ce que j'avais dit. Je voulais diminuer un point, de 2024 à 2025, l'endettement du pays, le déficit, 1 point seulement. Et après, il aurait fallu continuer. Et pour ça, il faut du courage. Et je n'étais pas prêt à acheter du temps pour rester Premier ministre sur votre dos. Hein. Je n'étais pas prêt à faire ça. Et je ne l'ai pas fait. Donc, et j'en veux d'ailleurs beaucoup. Enfin, je trouve que les partis politiques, dans cette circonstance-là, et pas davantage aujourd'hui, n'ont été à la hauteur des difficultés du pays, hein, en refusant le budget de compromis que je proposais. Donc, la dette, c'est la première raison de faiblesse qu'il faut diminuer. La bureaucratie, là aussi, c'est une longue histoire que celle de ces 464 opérateurs d'État ou agences d'État que nous avons créés en France au fil des ans, des normes. Toujours, j'essaie d'apprendre, Yann Anthony, toutes les semaines en visitant une région de France et en rencontrant. J'étais il y a 3 semaines dans les Côtes-d'Armor, où des agriculteurs m'ont reçu dans une installation où ils fabriquent de l'énergie, de nouvelles énergies, et pour alimenter leur exploitation, et puis tous les agriculteurs d'autour. Et il y en a un qui m'a apporté un paquet. C'est pas ça, c'est le livre que le prince Albert m'a offert tout à l'heure. Hein. Je n'ai pas encore ouvert, mais sur Monaco vert, si je puis dire. Hein. Voilà. Il m'a apporté un paquet de paperasse comme ça, et il m'a dit, ça c'est le dossier dont nous avons besoin en ce moment, quand on veut faire une demande d'autorisation pour ouvrir un poulailler. Et il avait le même, un autre petit paquet comme ça, il me dit, ça c'était il y a 15 ans. Voilà. Et c'était incroyablement clair et manifeste de voir comment en 15 ans, l'empilement des normes, des standards, des obligations, rend la vie impossible. J'entendais le président de la République, d'ailleurs, ça c'était il y a 3 semaines, mais avant-hier, il était dans une réunion et il a dit ça. Il a dit, on a mis 4 ans pour reconstruire Notre-Dame, et pourquoi on n'arrive pas à... Il faut plus de 5 ans pour faire un poulailler. Voilà. C'est pas la première fois que j'observe, d'ailleurs, que le président de la République reprend ce que je dis. Hein. Un jour, je lui ai dit, au moment de la crise des Gilets jaunes, où on cherchait, j'étais dans un des conseils européens à Bruxelles, comme négociateur du Brexit, et c'était en pleine crise. Tous les carrefours étaient bloqués, tous les ronds-points étaient bloqués, la France ne bougeait plus. Vous vous souvenez de cette période un peu compliquée. Et je lui dis, mon sentiment, c'est que les Français ont besoin de considération, ont besoin de respect. Il faut remettre du respect dans ce pays, qu'on respecte l'autorité de l'État, mais qu'on respecte les gens aussi, notamment ceux qui souffrent. Et je lui ai dit à propos de respect, il y a une phrase qui m'a toujours beaucoup marqué, depuis de longues années, d'une phrase provoquée par un pape
récent, le Benoît XVI, le jour de son intronisation à Saint-Pierre. J'étais ministre des Affaires étrangères et je suis allé représenter la France avec mon épouse à cette messe d'intronisation du nouveau pape. Et le pape Benoît XVI, qui était un théologien très érudit, a dit 4 mots dans cette homélie sur la place Saint-Pierre. J'ai rarement vu 4 mots être utilisés avec autant de force. Et ces 4 mots, c'était « chaque homme est nécessaire ». Chaque homme est nécessaire. Et je pense ça profondément, que chaque citoyen est nécessaire, chaque personne a une valeur ajoutée, quelle qu'elle soit, quel que soit son âge, son handicap, chaque personne est importante. Voilà. Et j'ai dit ça au chef de l'État. Voilà, je ferme cette parenthèse. En tout cas, j'étais content qu'il constate on peut reconstruire Notre-Dame en 4 ans et qu'il faut plus de 5 ans pour un poulailler. La seule chose que je me pose comme question, c'est pourquoi il le découvre à la fin de son 2e quinquennat. Voilà. Voilà. Donc, la bureaucratie. Et, mesdames, messieurs, ce n'est pas un sujet mineur. On a calculé que si on diminuait cette bureaucratie, on pourrait facilement gagner 2 à 3 points de PIB dans notre pays, dans la France. Voilà. La croissance pourrait, si on libérait les énergies plutôt que de les pénaliser ou que de les décourager. Et puis, il y a un 3e enjeu qui est celui de la compétitivité de notre pays. Les 35 heures, dont on n'a pas fini de payer les conséquences, la fiscalité qu'on a augmentée en n'ayant pas le courage de diminuer les dépenses, la place du travail dans notre pays fait qu'on ne sait pas encourager le mérite, et quelquefois avec des allocations désordonnées, on soutient davantage des gens qui ne travaillent pas que ceux qui travaillent. J'ai été très frappé à l'Assemblée nationale, où je suis revenu, parce que je trouve que j'ai été élu député de Paris il y a 6 mois. Je suis même le dernier député français à avoir été élu dans une élection partielle qui a été provoquée par le Conseil constitutionnel dans le 7e, le 6e et le 5e arrondissement, dont je suis le député maintenant et très fier de l'être, tout en ayant été très fier des députés de la Savoie il y a quelques années. On a eu un débat sur le 1er mai absolument incroyable l'autre jour. Hein, incroyable. Et il ne s'agit pas de remettre en cause le 1er mai, qui est une fête symbolique et la fête du travail, mais qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord entre députés sérieux pour que le 1er mai, un certain nombre de professions très ciblées, très particulières, puissent ouvrir avec l'accord des salariés qui sont payés ce jour-là 2 à 3 fois de plus, les boulangers traditionnels ou les fleuristes, qu'il y ait un débat comme celui qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, c'est absolument incroyable, d'archaïsme dans ce pays. Encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en cause le 1er mai. Je suis revenu à l'Assemblée, j'y étais en 78, vous voyez, comme à l'époque, le Benjamin de l'Assemblée nationale, d'un titre qu'on perd très vite, hein, d'être Benjamin, je le dis pour ceux qui sont très jeunes. Ce que je constate, je peux bien le dire publiquement devant vous, c'est qu'il y a un niveau de tension à l'Assemblée nationale française aujourd'hui, parfois de haine, qui me donne le sentiment d'être dans une ambiance sur certains sujets, à certains moments de débats très clivants, comme sur l'Algérie l'autre jour, ou sur la déclaration d'organisation terroriste pour les frères musulmans. Il y a une ambiance qui est, je vous le dis comme je le pense, comme je le vois, pré-insurrectionnelle. Voilà, pré-insurrectionnelle. De tension, de haine, d'intolérance, de violence des mots. Et on sait bien d'ailleurs que la violence des mots entraîne souvent ou invite à la violence des actes, comme on l'a vu avec l'assassinat de ce jeune Benjamin l'autre jour à Lyon. En tout cas, il va falloir en finir avec cet archaïsme-là qui font que notre pays ne vit pas avec son temps, en ayant cette dette, en ayant ce poids de la bureaucratie, en ayant ces normes ou ces standards qui plombent et qui pénalisent tous ceux qui entreprennent. Et on voit les mêmes problèmes dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la sécurité. Mesdames, Messieurs, tous les problèmes que je viens d'évoquer pour la France, si proche de vous, ce sont des problèmes qui ne viennent pas des autres.
Ce sont des problèmes qui sont créés, nés de décisions françaises pour la France. Et donc, ces problèmes que différents gouvernements, de gauche ou de droite, ont provoqués par leurs décisions, par des lois, par un empilement, ces problèmes, personne ne viendra les régler à notre place. Personne. Et c'est le choix que les Français ont dans leurs mains quand ils vont devoir choisir leur nouveau président de la République, et je l'espère dans la foulée, une nouvelle majorité absolue pour accompagner ce président. Parce que je peux dire d'expérience ce que signifie le fait de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut espérer et tout faire. Je le dis pour ceux qui, d'entre vous, votent en France, assez nombreux, pour que le prochain président de la République, quel qu'il soit, ait une majorité absolue pour l'accompagner. Bon. Mais ces problèmes-là, ils viennent de nous. Et donc, ce sont les premiers problèmes que nous devrons régler dans ce moment singulier et grave qui consiste à choisir pour 5 ans un nouveau chef de l'État. C'est la première série de problèmes que je voulais évoquer puisque nous parlions de la France. Et pour ça, il faudra ne pas se tromper et que le prochain président de la République ait le courage de prendre des décisions ou de proposer aux Français des décisions, le courage de dire la vérité, peut-être le courage d'être impopulaire. Je disais ça quand j'étais Premier ministre. Je sais, quand vous êtes Premier ministre, vous n'avez que des emmerdements, hein, tous les jours, toutes les 5 minutes, qui tombent. Vous n'avez que des décisions difficiles à prendre. Alors, il faut faire face. J'étais d'ailleurs bien dans ma peau, mais j'ai dit un jour à la télévision, je préfère prendre le risque d'être impopulaire plutôt que le risque d'être irresponsable. Donc, je pense que cet état d'esprit devrait être celui du prochain président de la République. Et puisque je parlais de la France et des raisons d'espérer, malgré les difficultés que je viens de décrire, il y a dans ce pays, partout, des énergies positives. Partout, il y a des raisons d'espérer dans ce pays. Et donc, partout, il y a des raisons de conforter cette appartenance à une communauté nationale. Qu'est-ce que ça veut dire d'être français aujourd'hui? Parler une langue, respecter des traditions, des cultures, demander à ceux qui viennent chez nous de au moins respecter ces traditions, ces cultures et nos lois. Il y a un patrimoine, des énergies et qui nous permettent de lutter quelquefois contre le sentiment de déclassement que ressentent tant de Français. Voilà. Je pense que ce sont les enjeux pour le pays, mais ça viendra avec le fait de respecter ceux qui dirigeront le pays et de recréer ce sentiment populaire très important qui consiste à dire à propos du chef de l'État ou du gouvernement on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils proposent, mais on les respecte. Voilà. Pour ça, il faut que ceux qui dirigent le pays, qui vont le diriger, soient respectables, pour être respectés. Mesdames, Messieurs, il y a, je ne vais pas être trop long, mais il y a dans les problèmes que nous avons à affronter ceux qui viennent de nous, je viens de les expliquer télégraphiquement, on peut y revenir, il y a des problèmes qui ne viennent pas de nous, mais qui nous impactent, qui impactent la vie quotidienne des gens, tous les jours. Et ces problèmes, il faut bien les voir aussi avec les yeux ouverts, de manière lucide. Le plus grave de ces problèmes globaux, tous ces problèmes sont des problèmes globaux et des challenges globaux, et le premier challenge global que je crois être le plus grave, parce qu'il est le plus profond, celui qui change le plus nos habitudes, c'est le changement climatique. Ce n'est pas une lubie de scientifiques ou d'écologistes. Le fait que nous allons subir dans les 15 ans, 20 ans qui viennent, peut-être un peu plus vite, 1,5 degré à 2 degrés de plus. Je dis ici à Monaco, où vous avez un souverain qui s'est engagé depuis longtemps et avec beaucoup de sincérité et de crédibilité sur ces enjeux de l'économie bleue, de la biodiversité marine. J'ai beaucoup de respect pour ce que fait le prince Albert. Mais cet enjeu du changement climatique, moi je m'y intéresse depuis assez longtemps et je pense que c'est le plus grave. Et je le dis comme quelqu'un qui a dirigé un département, la Savoie, pendant près de 20 ans. Un tiers de l'économie de la Savoie, un tiers de l'économie repose sur la neige. Qu'est-ce que ça veut dire pour un département comme ça que
il y ait 1,5 degré de plus, ça change tout. Voilà. On me disait tout à l'heure que dans les eaux avoisinant Monaco, on trouvait autrefois beaucoup de sardines, qu'on en trouve beaucoup moins maintenant. Mais c'est la même chose du côté de la Manche, on ne trouve plus les mêmes poissons qu'il y a 20 ans. Vous êtes dans le sud de la France, dans une région viticole, le temps des vendanges a été accéléré de 3 semaines depuis 20 ans, 3 semaines plus rapides. Ce changement climatique, il va tout changer. Nos habitudes de construire, de nous transporter, de consommer, de cultiver, de pêcher. Et donc, la clé, c'est dans l'adaptation et dans le dialogue et le débat démocratique pour éviter ce qui s'est passé à Bruxelles et parfois à Paris dans les 10 dernières années, c'est-à-dire cet emballement normatif d'une sorte d'écologie punitive sur laquelle on est obligé de revenir brutalement parce qu'à un moment donné, ça bloque. À un moment donné, vous avez un rejet, vous avez des gilets jaunes, vous avez des agriculteurs qui bloquent la France et les transporteurs routiers. Donc, ce problème, il est vrai, il est réel, c'est un vrai défi. C'est l'intérêt général que de faire face et de s'adapter, à condition de ne pas taper sur la tête des gens sans réfléchir aux conséquences. Et donc, je plaide pour qu'on prenne en charge cette question au niveau européen. Tous les défis que je vais évoquer télégraphiquement maintenant sont des défis qui ne viennent pas de nous, mais qui ont un impact chez nous et dans lesquels nous avons un rôle à jouer. Bien sûr, je pourrais évoquer d'ailleurs, on le voit bien dans l'actualité, toutes les conséquences de ce changement climatique en matière de conséquences de catastrophes naturelles. Je me souviens très bien avoir été le tout premier ministre des Affaires étrangères occidental à me rendre dans l'océan Indien au moment du tsunami en décembre 2004. Un événement improbable, hein, 240 000 morts en quelques heures, 240 000 morts. Je pense qu'il faut, je le dis ici à Monaco sans faire de catastrophisme, être prêt à ce que des événements improbables, y compris en Méditerranée, se produisent un jour. Hein. Donc je recommande cette capacité d'anticiper pour les pouvoirs publics et de se préparer ou de s'adapter pour les citoyens ou pour l'économie. Deuxième menace ou un deuxième enjeu global, c'est celui du terrorisme et de la sécurité dans le monde, avec l'islamisme radical, avec les organisations qui veulent imposer l'islamisme radical comme la loi en ignorant les États, les droits des citoyens, les droits des femmes, les droits des enfants. Cet islamisme, on le voit à l'œuvre depuis Téhéran, et à Téhéran, on le voit aussi dans les pays plus lointains, on le voit parfois chez nous avec le terrorisme. Il y a d'autres enjeux globaux, et je cite ces enjeux parce que, autant pour ce que j'ai dit au début de mon propos, personne ne viendra nous aider, tous ces enjeux globaux, on ne peut pas les affronter tout seul. Et c'est mon point là. Ne retenez que cela si vous devez retenir une chose ou deux de cette présentation. La raison d'être européen, en plus d'être patriote, pas à la place d'eux, en plus d'être patriote, le fait d'être européen pour affronter des menaces ou des défis ou des challenges qui sont tellement graves et puissants qu'un seul pays, fût-il l'Allemagne ou fût-il la France, ne peut pas les affronter tout seul. Ce n'est pas possible. On ne peut pas affronter tout seul le changement climatique. On ne peut pas affronter tout seul l'islamisme radical et le terrorisme. On ne peut pas affronter tout seul la révolution numérique et la superpuissance de ces entreprises américaines ou chinoises qui sont tellement plus grandes et plus fortes qu'un État et qui voudraient nous imposer leurs lois au détriment ou au mépris de la protection des droits individuels des citoyens ou des consommateurs. On ne peut pas non plus affronter tout seul les nouvelles agressions que nous vivons en ce moment. Mesdames, Messieurs, c'est la première fois depuis 65 ans que les Européens
qui ont bâti leur projet, qui est un projet de civilisation, de paix, de liberté, de droits de l'homme. Les 27 pays aujourd'hui, j'en regrette beaucoup, je peux y revenir, le départ des Britanniques, ce divorce avec les Britanniques qu'ils ont voulu. 27 pays ont construit depuis 1950-57 une promesse de paix, de progrès partagé. C'est la première fois que ce projet européen subit l'agressivité, pour ne pas dire plus, des deux puissances de l'Est et de l'Ouest qui nous entourent, les Américains d'un côté et les Russes de l'autre. C'est la première fois. C'est la première fois depuis 60 ans que le président des États-Unis d'Amérique est contre le projet européen. Tous ses prédécesseurs, même s'ils nous ont quelquefois avertis ou mis en garde, ont soutenu le projet d'intégration européenne. Et le président russe, n'en parlons pas, lui, non seulement fait preuve d'agressivité, mais nous agresse sur notre sol en voulant annexer ou supprimer l'identité d'un pays souverain comme l'Ukraine. Donc il faut bien faire attention à cette situation où non seulement ces grands pays ne demandent plus la permission, ne respectent plus aucune règle multilatérale, s'exonèrent de toute forme d'accord international et des Nations Unies, mais imposent leur agenda et leurs intérêts. Et je pourrais dire, même si c'est d'une autre manière, que c'est aussi le cas de la Chine actuellement, qui fait preuve d'une sorte de force tranquille, qui progresse à force d'exporter, à coup de subventions publiques, des produits industriels ou agricoles qui détruisent des pans entiers de notre économie. J'étais, dans le cadre de mes visites hebdomadaires sur le terrain, l'autre jour à Laval, dans une usine qui est le numéro 1 de la machine-outil en France. Et cette entreprise s'appelle GIS. Et ils sont 900 salariés, avec beaucoup de technicité, beaucoup d'inventivité, beaucoup d'innovation. Ce que me disait le patron de cette entreprise, c'est qu'au rythme actuel des importations chez nous en Europe depuis la Chine, ou des exportations chinoises venant de petites et moyennes entreprises chinoises, pas de grandes entreprises, dans le domaine de la machine-outil, subventions, exportations toutes soutenues par des fonds publics chinois, au rythme de ces importations chez nous de produits chinois, la totalité de l'industrie de la machine-outil européenne aura disparu. Il me dit, nous serons peut-être les seuls à rester dans 3 ans et demi à 4 ans. Ce n'est pas dans 20 ans. Dans 3 ans et demi à 4 ans, nous serons peut-être les seuls Européens debout. Et il me dit qu'en Allemagne, il y a une entreprise par mois dans le secteur de la machine-outil qui disparaît sous l'effet de ces importations chinoises à bas coût. Et c'est la même chose dans le domaine de l'automobile ou de la chimie. Je me demande d'ailleurs combien de temps il faudra pour que le chancelier allemand, que je connais assez bien, M. Merz, combien il lui faudra de temps pour décider au niveau européen, puisque c'est lui qui a beaucoup d'influence en Europe et à Bruxelles, que nous devons nous protéger, que nous devons mettre des taxes pour limiter ces importations et rétablir une forme de loyauté dans les échanges commerciaux. Voilà. Agressivité chinoise, agressivité américaine, agression russe. Mesdames, Messieurs, c'est le monde d'aujourd'hui, où ces nouveaux empires qui ne demandent rien à personne pour défendre leurs intérêts bousculent tous les autres dans le monde. Et alors, la question qu'on doit se poser quand on est un homme politique ou quand on est un citoyen actif et éclairé, comme vous l'êtes, c'est comment on défend ce qu'on est? Comment on défend nos intérêts? Ce n'est pas un gros mot de défendre ses intérêts. Tous ceux que je viens de citer, chinois, américains, russes, ils n'ont pas de complexe pour défendre leurs intérêts. Comment on défend notre identité, nos valeurs, nos traditions, notre civilisation européenne? Est-ce que c'est tout seul, chacun chez soi, chacun pour soi, comme je l'entends de la part d'un certain nombre d'hommes politiques français, de femmes politiques, Mme Le Pen, M. Bardella, M. Mélenchon, qui disent d'ailleurs la même chose sur ces sujets, dans une sorte de repli nationaliste. Voilà. Je ne dis pas que tout ce qu'ils disent n'est pas fondé sur certains sujets.
j'entends les Français, il faut les entendre, exaspérés, en colère, déçus, j'entends. Mais sur ce sujet-là, par rapport à ce qui se passe tout autour de nous dans le monde et qui a des impacts directs, changement climatique, terrorisme, importation ou exportation chinoise, on voit bien que c'est la vie quotidienne des entreprises et des citoyens qui est concernée. C'est ça dont je voudrais vous convaincre. Dans ce monde-là, tel qu'il est, mesdames, messieurs, si on est tout seul, on est foutu. C'est ce que je pense. On est foutu. On devient, quand on ne l'est pas déjà, définitivement sous-traitant des Chinois et sous influence des Américains. Moi, je ne me suis pas engagé en politique il y a très très longtemps. Quand j'avais 15 ou 16 ans, c'était la figure tutélaire du général de Gaulle qui m'avait convaincu de m'engager en politique, et je reste très fier de cet engagement, auquel je suis resté fidèle. D'ailleurs, je ne me suis pas engagé à cette époque derrière de Gaulle pour que la France soit sous-traitante et sous influence. Jamais, jamais. Donc c'est ça qui est en cause. Comment on défend notre identité, notre force et nos intérêts dans le monde d'aujourd'hui? Il n'y a qu'une seule option, en plus d'être français, en plus d'être monégasque, en plus d'être allemand ou italien, c'est d'être européen. Et de nous appuyer sur ce qui est notre principal atout. Il ne faut pas se tromper non plus. L'Europe il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, mais il faut savoir nos atouts. C'est ce marché unique qu'on a construit depuis 1957, le marché commun à l'époque, et puis sous l'impulsion de Jacques Delors et de quelques autres, la monnaie unique, le marché unique, qui est beaucoup plus qu'une zone de libre-échange. Parfois, les Anglais avec lesquels j'ai beaucoup négocié considéraient qu'on était dans une zone de libre-échange. Oui, il y a du libre-échange entre Européens, mais on est beaucoup plus que ça. Nous sommes un écosystème complet de normes, de standards, parfois trop, au gré pour certains industriels et les consommateurs, je le reconnais, trop de standards, trop de normes, parfois trop de détails, des supervisions communes, des régulations communes, une juridiction commune pour les 27 pays de l'Union, 450 millions de consommateurs, 22 millions d'entreprises. Voilà ce que nous sommes. Beaucoup plus qu'une zone de libre-échange, un véritable écosystème qui est la seule raison pour laquelle, dans le moyen ou le long terme, les Américains ou les Chinois seront obligés de nous respecter, parce que quand on veut travailler dans ce marché unique, dans cet écosystème, il faut respecter les règles. Il faut, quand on est une entreprise américaine ou chinoise, accepter d'être régulé par le régulateur européen ou d'être sous le coup d'une juridiction qui est la juridiction européenne. Donc voilà, je ne vous dis pas cela dans cette profession de foi européenne pour dire que tout ce qui se passe à Bruxelles est parfait. Je sais les défauts de Bruxelles, j'y ai vécu pendant 15 ans, je crois même être le seul homme politique qui est passé 15 ans dans les institutions européennes, et j'ai vu les dégâts de la bureaucratie, de ces fonctionnaires de très grande qualité, qui pensent qu'ils ont toujours raison. Monsieur le ministre d'État, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire à Bruxelles, c'est ce qu'on fait. Eh bien, je vais vous répéter une deuxième fois. Puis si vous n'avez pas compris la deuxième fois, je vous répète une troisième fois. Ça, c'est des fonctionnaires qui ont toujours raison, qui sont compétents et arrogants. Et moi, je pense qu'à Bruxelles, comme à Paris, quand les bureaucrates ou les technocrates prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Voilà ce que je pense. Et qu'il faut que les hommes politiques à Bruxelles, les commissaires européens, les députés européens qui sont très importants, les députés français, les ministres, reprennent le pouvoir sur l'administration. Mais il faut corriger plein de choses à Bruxelles. Il faut que l'Europe cesse d'être naïve dans ses échanges commerciaux. Il faut qu'elle ait la capacité d'avoir une politique industrielle et de garder une grande politique agricole. Donc il n'y a pas de bucolisme dans ce que je vous dis. Il y a beaucoup de lucidité sur ce qu'il faut changer à Bruxelles, mais de grâce, de jamais jeter le projet européen avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes à Bruxelles, de la bureaucratie, pas assez de démocratie, parce qu'il y a des gens qui ont fait des erreurs, on peut en citer de tous les côtés, qu'il faut casser le projet européen et en revenir au chacun pour soi comme les Anglais. Voilà. Yann Anthony de Guest vous l'a dit, j'ai passé 5 ans à négocier ce divorce. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les Britanniques, et j'en garde beaucoup, et notamment pour un certain nombre de dirigeants britanniques, c'est le cas de la reine
Elisabeth ou du Premier ministre Winston Churchill. J'en ai beaucoup moins pour M. Johnson, pour tout vous dire. Mais j'ai toujours une admiration pour ce peuple et pour son inventivité, pour sa capacité qui d'ailleurs, pays qui ressemble un peu à la France par sa capacité d'avoir du rayonnement et un rôle international. Mais ce divorce reste une erreur majeure. Hein. Ce divorce, il a été provoqué par des populistes, des nationalistes, M. Farage, M. Johnson, les mêmes que ceux que nous avons chez nous, hein, ou en Italie. Eux, ils ont été soutenus très précisément pendant le référendum il y a 10 ans, juin 2016. Ils ont été soutenus par les réseaux américains de M. Bannon et les réseaux russes. Hein. Parce que déjà à l'œuvre, M. Trump et ses amis et M. Poutine, je ne sais pas s'il a beaucoup d'amis lui d'ailleurs, voulaient détruire l'Europe et ont trouvé cette occasion à travers les Britanniques qui cherchaient à avoir le Brexit. Ils ont voulu faire exploser l'Europe de l'intérieur. Et ce sont les mêmes qui sont à l'œuvre aujourd'hui, qui se sont réunis avec Mme Le Pen il y a quelques semaines ou quelques jours à Milan. Donc ne nous trompons pas, hein. Je rencontre beaucoup de Britanniques qui ont voté pour le Brexit et qui le regrettent aujourd'hui, hein, et qui ont pris une décision dont je pense qu'elle est objectivement contraire à l'intérêt national britannique. Je dis bien l'intérêt national britannique, qui était peut-être de quitter à ce moment-là l'Union européenne, certainement pas de quitter le marché unique dont je vous ai parlé, ou de quitter l'union douanière. Hein. Ils pouvaient très bien quitter l'Union européenne en restant dans le marché unique, comme les Norvégiens. La Norvège, aujourd'hui, qui est un grand pays très puissant, avec beaucoup de pétrole, la Norvège n'est pas dans l'Union européenne, n'est pas membre de l'Union européenne, mais est membre du marché unique, et c'est leur choix que d'être ainsi. Voilà. Mesdames, Messieurs, ayant dit cette profession de foi européenne, ayant dit que pour affronter certains débats ou certains challenges ou certains défis, il faut être ensemble plutôt que d'être seul, je dis que c'est le moment pour l'Europe d'un wake-up call. Hein. C'est le moment. Et si on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous, alors il y a de quoi s'inquiéter. Mais le moment aujourd'hui, c'est celui d'un réveil des Européens. Sûrement pas de se reposer sur leur laurier, mais à partir de ce qu'ils ont construit à 27, et bien construit, de se doter d'autres dimensions que nous n'avons pas eu la volonté ou le courage de créer. Qu'est-ce qui fait une puissance dans le monde d'aujourd'hui? C'est 4 choses. Une économie, nous l'avons construite, elle n'est pas parfaite, mais elle doit être confortée, le marché unique doit être consolidé. Une monnaie qui nous permet tout de même de stabiliser l'économie européenne et de ne pas être dépendante de la monnaie chinoise ou américaine. Une politique étrangère et une défense. Voilà ce que sont les 4 éléments d'une puissance telle que nous l'entendons et d'un acteur global. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Et c'est pourquoi je parle de wake-up call et du moment d'une nouvelle énergie et d'un nouvel élan, d'un nouveau courage européen pour créer ensemble avec les autres pays, je dis bien avec les autres, si nous avons le courage de le faire et si nous retrouvons, et je termine cet exposé par ce par quoi j'ai commencé, le courage de mettre de l'ordre chez nous d'abord, parce que j'ai une chose que je peux vous dire, comme quelqu'un qui connaît bien les autres pays européens et les autres dirigeants, c'est que beaucoup nous espèrent, plus personne ne nous attend. Et que si nous ne sommes pas capables de mettre de l'ordre dans nos comptes, de réduire notre dette, si nous ne sommes pas capables de nous doter d'une nouvelle stabilité politique, d'avoir un président qui puisse présider et d'un gouvernement qui puisse gouverner, ce que j'ai d'ailleurs dit à M. Macron quand il m'a nommé, je lui ai dit qu'il faudra appliquer la Constitution, le président préside, le gouvernement gouverne, à condition d'avoir une majorité absolue, ce qui n'a pas été le cas depuis 2 ans, depuis cette décision insensée de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce sont les 2 clés de l'influence française. Un, de ne pas donner de leçons aux autres
quand on n'est pas capable de mettre de l'ordre chez soi. 2, d'avoir de la stabilité politique pour prendre des décisions dans la durée. Sinon, nous sommes à la merci du moindre Mélenchon possible venu. Donc, voilà les 2 points que nous avons à régler l'année prochaine pour retrouver de l'influence en France et de l'autorité en France et de l'influence dans le concert européen. Mais pour l'Europe, c'est aussi un moment de vérité que de se doter des outils ou des politiques qui vont transformer progressivement ce marché commun, ce grand marché, en puissance politique et en réduisant nos dépendances. Si vous avez des questions, je pourrais détailler ce que je pense en matière de défense. Cette crise ukrainienne a montré que nous ne pouvions pas compter durablement sur le seul parapluie américain en matière de défense. D'autant plus que M. Trump est en train de le replier, clairement. Et donc, comment assure-t-on notre défense si nous ne le faisons pas ensemble, dans le cadre de l'OTAN, pas en dehors de l'OTAN, mais dans le cadre d'un pilier européen plus autonome. La même chose pour l'énergie. On voit bien depuis la guerre en Ukraine que nous devons diversifier nos sources d'énergie et, si possible, être moins dépendants des autres. Et c'est aussi le cas du Proche-Orient avec l'affaire du détroit d'Ormuz. Et puis c'est la même chose aussi pour l'alimentation. L'Ukraine, la Russie sont 2 grands pays exportateurs de matières premières agricoles, des grandes cultures, le maïs ou le blé, d'engrais. Nous devons réduire notre dépendance aussi sur ce front-là. Voilà les enjeux qui sont devant nous. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, je voulais conclure en redisant ce que j'ai dit plusieurs fois. Il y a beaucoup de raisons de volontarisme, beaucoup de raisons d'être fiers et patriotes, fiers de l'être pour ceux qui sont français, et en même temps d'être européens. Nous n'avons aucune raison d'être fatalistes, aucune raison d'être nostalgiques, mais c'est le moment d'être vigilants, d'être courageux, d'être plus unis et de regarder pour les nouvelles générations qui sont représentées ici devant nous avec confiance, mais aussi avec gravité. Voilà ce que je voulais partager comme conviction avec vous. Merci de votre attention. Monsieur le Premier ministre, merci. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous avez des questions? J'espère. Et la gentillesse de me dire qui vous êtes. Bonjour Monsieur Barnier, donc comme mes camarades ici présents, on est donc des étudiants de Sciences Po au campus de Menton, donc spécialisés sur la région MENA, donc le Moyen-Orient. On étudie justement les enjeux liés au Moyen-Orient. Votre nom, c'est quoi? Sami Samba. Comment? Sami, c'est mon prénom, et Samba, c'est mon nom de famille. Sami, très bien. Voilà, exactement. Et moi, j'avais j'ai écouté attentivement votre prise de parole, et je vous rejoins sur le fait qu'en effet, on arrive à un moment de bascule où il faut qu'on puisse faire des choix, qu'on soit plus indépendant, qu'on arrive à cette souveraineté peut-être dépassée, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais une interrogation par rapport au fait que vous avez expliqué qu'en effet, la dette, elle est de plus en plus importante, et je vous rejoins sur ce fait-là. Simplement, je me demandais justement pour pouvoir investir, pour pouvoir rendre à la France une meilleure croissance, pouvoir investir dans les nouvelles technologies, on sait que c'est un nouvel enjeu, pouvoir investir dans la transition écologique, là encore, un nouvel enjeu, investir dans notre souveraineté énergétique, alimentaire. Pour ça, il nous faut des fonds, et j'ai l'impression que on aura besoin de la dette pour ça, et je me demandais quelle était votre vision là-dessus, comment justement organiser donc nos investissements en limitant quand même notre déficit. Voilà, merci. J'ai une petite question. Non, mais il y a de bonnes dettes et de mauvaises dettes. Hein. Et une dette qui s'accroît pour financer du fonctionnement, des dépenses courantes qu'on ne maîtrise pas ou qu'on n'évalue pas, ce n'est pas une bonne dette. Quant au lendemain du Covid,
Fais attention au Covid. Hein. Enfin, les grandes pandémies, on en a subi une qui était improbable, qui a arrêté l'économie du monde pendant des mois, mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau virus qui arrive. Donc il faut faire attention. Les Européens ont pris une décision unique, inédite, qui était celle d'emprunter ensemble, pour la première fois, 750 milliards d'euros. La France, l'Allemagne ont décidé ensemble d'emprunter 750 milliards pour investir dans l'avenir, dans le redémarrage de l'économie, dans les nouvelles technologies. Et ça, c'est une bonne dette. Voilà. Ce qui est une mauvaise dette, c'est dette de fonctionnement, d'administration qu'on ne contrôle plus. Donc je pense qu'il faudra que la France, pendant 5 ans, ça demandera du temps, parce qu'il faut faire ça on ne fait pas ça comme ça, hein, redistribue, l'allocation des dépenses publiques soit différente. Et donc on doit réduire dans ce pays le poids de l'État, le fonctionnement, évaluer les services publics. Comment se fait-il qu'on prélève beaucoup plus sur les Français leur travail, plus de 50%, avec des services publics? Moi je crois aux services publics qui fonctionnent moins bien qu'en Allemagne. Donc je pense qu'il faut faire cette évaluation. Et ça demandera du courage. Donc réduire les dépenses de fonctionnement pour allouer l'argent public, l'argent des Français, à des investissements productifs. Il y a une autre source, monsieur, au-delà des économies qu'on redistribue, et du fait qu'on évite de dépenser 60 milliards d'euros chaque année en intérêts d'emprunt. 60 milliards. Il y a une deuxième source d'argent qu'on peut utiliser, c'est l'épargne. Nous avons une épargne européenne, et d'ailleurs, cette épargne s'est accrue parce que les gens sont inquiets. Quand les gens sont inquiets, je suis sûr que c'est votre cas, pour beaucoup d'entre vous, ils épargnent davantage sur les produits financiers ou les produits d'épargne. Moi, je pense qu'on pourrait encourager, sans obliger, encourager fiscalement cette épargne à s'orienter davantage vers ce que vous avez dit très justement, les nouvelles technologies, le quantique, l'intelligence artificielle. On a besoin d'investissements gigantesques. Quand j'étais promis, j'avais mis en chantier un projet auquel je crois, qui est un livret d'épargne industrielle. On pourrait l'appeler livret d'épargne souveraineté, hein, agricole, pour tout ce qui est investissement dans ce domaine. Réindustrialiser le pays ou maintenir la capacité de production agricole et avoir de l'épargne et de l'argent disponible pour investir. Voilà, j'avais proposé. Les finances, le ministère des Finances était contre, comme toujours, mais ça n'empêche pas que je pense que ce projet est juste de créer un nouveau produit fiscalement attractif pour que les Français puissent dire moi je vais investir dans ce domaine. Voilà. Il y a aussi cette deuxième source d'économie. Je vous en prie. Il y a une jeune femme qui court derrière vous, voilà. Ouais. Ah, pardon, merci. Comme vous pouvez dire vite, je ne suis pas un francophone d'origine, mais je comprends que vous entendez en anglais, évidemment, comme pas mal de monde ici ce soir. Le seul que je... Vous êtes britannique? Comment? Vous êtes britannique? Non, non, je suis américain, même oui. de le même quartier de le Pape, Très bien. Chicago. Alors, finalement, avec la première personne qui est la Sciences Po, je suis l'autre bout de cycle d'âge. J'ai choisi d'installer en Europe depuis plus de 40 ans, en France et ici à Monaco. Et vous êtes dans une salle ce soir avec des gens qui ont la moyenne et la sincérité de faire quelque chose, mais c'est une vieille attribuée à Al Gore des années 60 de penser globalement, mais réagir localement. Alors, la France, c'est dans mon corps comme Monaco, et le grand atout pour l'Europe, avec la France comme une leader dans ce sens, c'est le raffinement de l'agriculture, horticulture, algiculture, paludiculture, tout avec les montagnes de glace qui font, il va y avoir des terres humides à propos des terres arides.
Alors, il a des technologies en train de le faire et c'est Monaco qui va se focaliser sur ces jantes précisément, de mettre la jante pour sauver localement le biome que Monaco représente, le côté sud d'un biome qui va jusqu'au Mont Blanc, y compris toute le Savoie, et l'Isère, et l'Haute-Savoie, etc., etc. Donc c'est le moment de réagir localement pour montrer une showcase pour le monde, et l'Europe en particulier, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'industrie le plus performante, à part de la gastronomie italienne, excusez-moi, pour les Italiens dans les pièces, mais la gastronomie française et l'agriculture, c'est des parts de ministre Stéphane Le Foll à CAP 21, Oui. 2015. Oui. Et il a dit, si vous prenez une quart de 1% de tous les résidus agricoles et carbonisés et mettre dans la terre pour bouger le changement de climat et bouger la guille. Très bien. J'ai pas bien. En tout cas, il y avait un témoignage. Je ne m'attendais pas en venant à Monaco dans cette conférence qu'on me parlerait de Stéphane Le Foll. Mais enfin, c'est pas. Mais bon, mais tout est possible. Hein. Mais c'était un bon ministre de l'Agriculture, d'ailleurs. Je n'ai pas non plus compris ce que vous vouliez dire, monsieur, par le cycle d'âge auquel vous appartenez. Parce que je me sens concerné, en tout cas. Mais vous savez, pour prolonger votre propos, que cette phrase que vous avez prononcée 2 fois, penser globalement, agir localement, elle a une histoire. Hein. C'est une phrase très importante. Elle était la phrase en exergue, en signature au début du rapport présenté en 1991 par Madame Gro Harlem Brundtland, qui était la première ministre de Norvège. C'est une femme formidable et qui avait été chargée par les Nations Unies de présenter le tout premier projet mondial, le rapport sur l'état de l'écologie. 92, c'est ça qui a provoqué ou servi de base au sommet de Rio en 92, le premier sommet mondial des chefs d'État sur le changement climatique, même si on ne disait pas ça comme ça à l'époque. Et dans la première page de ce rapport qui s'appelait « Notre avenir à tous », il y avait cette phrase « penser globalement, agir localement ». Voilà. Et je pense que c'est important de se dire aussi que chaque citoyen, dont je disais tout à l'heure, chaque citoyen est nécessaire, chaque homme est nécessaire, chaque femme est nécessaire, chaque personne a un rôle à jouer, chaque personne a une valeur ajoutée. Après, il faut donner du sens à ce qu'on fait pour les autres et avec les autres, au-delà de sa vie personnelle. Et pour donner du sens, il faut que quelqu'un, le chef d'entreprise, le ministre d'État, le prince, le président de la République française, donne du sens, relève la ligne d'horizon. Hein, c'est ce que je pense. Notre rôle d'homme politique, de femme politique, c'est de relever la ligne d'horizon pour que quand un citoyen regarde au-dessus, il voit quelque chose. Si vous ne voyez rien quand vous levez les yeux, tout le monde regarde son nombril. Hein, c'est pas... Donc il faut... voilà, c'est ce que... Cette pensée globale, elle est fondamentale. Pour la France, malgré les difficultés, et pour l'Europe aussi, actuellement. Voilà ce que je voulais dire en réaction à votre... Je vous en prie. Bonsoir, Monsieur Barnier. Je m'appelle Julia, je suis d'origine hongroise et syrienne. Je me suis permise d'écrire la question pour ne rien oublier. Je vous en prie. Hein. Le dernier wake-up call de l'Union européenne était suite à la menace de Trump de prendre le Groenland. Puis l'Europe s'est montrée timidement unie, puis depuis nous n'avons plus vu grand-chose. Le contexte mondial actuel et les menaces qui pèsent devraient servir au réveil de l'Europe pourtant. Nous attendons toujours et chaque jour l'Union est ridiculisée. Que faut-il pour le réveil de l'Europe? Donc, qu'on cherche à nous ridiculiser, que M. Trump, je ne parle pas de ce qui s'est passé hier et qui est inacceptable, c'est-à-dire qu'on cherche à tuer, c'est de toute façon inacceptable. Je parle de ces déclarations, y compris d'ailleurs, qui sont parfois scandaleuses quand
quand il attaque personnellement Mme Macron, quand il y a quand même une attitude bizarre enfin, pour un président des États-Unis d'Amérique. Je me demande d'ailleurs, pour tout vous dire, combien de temps il faudra aussi à M. Trump pour se rendre compte qu'en agressant, en humiliant des Européens, il décourage ses meilleurs alliés. Ah. Combien de temps il lui faudra pour comprendre ça? Alors je sais bien que le président Trump, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, même si c'est le président des États-Unis d'Amérique, les États-Unis sont nos alliés dans l'histoire et dans l'avenir. Mais donc il ne faut pas confondre Trump avec les États-Unis. Je veux dire, c'est pas, même si c'est le président pendant encore 3 ans ou 2 ans. Mais combien de temps il faudra qu'il comprenne qu'il nous décourage? Voilà. Alors, il ne faut pas décourager. On peut être vigilant sur le fait qu'on peut moins compter sur les États-Unis qu'avant. Je ne crois pas qu'on puisse dire que nous sommes ridiculisés. Madame, il y a une clé qu'il faut bien mesurer quand on parle de l'Europe, c'est que nous voulons une Europe unie, pas uniforme. Nous ne sommes pas en train de faire un État fédéral, même si ça a été le rêve de quelques pères fondateurs de l'Europe, M. Monnet, M. Schuman, Di Gasperi. Ce n'est pas cette voie qu'on a choisie. On a choisi l'idée de mettre des nations ensemble tout en respectant les nations. Moi, d'ailleurs, je pense, je le dis aux plus jeunes parmi vous, qu'on a besoin des nations pour combattre le nationalisme. On a besoin des nations, de l'identité nationale respectée pour combattre le nationalisme. Mais faire fonctionner 27 pays, grands et petits, avec des gouvernements différents, avec des traditions, des cultures différentes, les faire fonctionner ensemble, ça ne peut pas être simple, ça prend du temps. Voilà, moi j'ai mis 4 ans et demi pour aboutir à la négociation avec les Britanniques. C'est pas seulement à cause des Britanniques qui voulaient le beurre et l'argent du beurre. Tous les jours, ils voulaient le beurre et l'argent du beurre. En Allemagne, on dit qu'ils voulaient danser dans 2 mariages à la fois. J'ai mis du temps parce qu'il a fallu du temps pour bâtir l'unité des 27. Que j'aille voir dans chaque pays le chef du gouvernement, le Parlement, les journalistes, le Parlement national, les syndicats, qu'on dise la vérité tout le temps et partout. Voilà. Ça a pris beaucoup de temps de créer cette unité. Et c'est ça qui explique que sur des sujets nouveaux, où il faut quitter sa zone de confort, et c'était un vrai confort que d'avoir le parapluie, même s'il était un peu percé, des États-Unis d'Amérique. Pour beaucoup de pays européens, c'est une zone de confort qu'ils ont du mal à quitter aujourd'hui en se disant on peut moins compter sur les États-Unis. C'est une zone de confort que d'importer, en construisant des oléoducs, du gaz et du pétrole russe à tout va. Donc on est obligé de quitter notre zone de confort et du coup ça prend du temps. Et je recommande d'ailleurs à mes amis politiques français et au président de la République et aux ministres, y compris je leur disais quand j'étais chef du gouvernement, ne soyons pas arrogants. Même si sur l'autonomie stratégique, depuis longtemps les Français, bien avant Macron, De Gaulle, c'est lui qui a inventé ça, et tous ceux qui lui ont succédé, dont le président actuel, on a eu raison de dire il faut nous doter, tout en étant solidaires, d'une forme d'autonomie. Aujourd'hui, on voit bien que la France a eu raison sur ce sujet, mais il ne faut pas être arrogant et dire aux autres, vous voyez bien, vous êtes trompés. Non, ce n'est pas la peine. D'ailleurs, je pense depuis longtemps que les Français seraient beaucoup plus influents s'ils étaient moins arrogants. Mais ça, ce que je veux vous dire, Madame Julia, c'est une vraie question que vous posez, mais la réponse, elle n'est pas dans... Il suffit une politique étrangère, une capacité autonome de défense, relancer le nucléaire ou dépendre moins des importations de gaz du Proche-Orient ou de la Russie, nous doter d'une politique industrielle, investir ensemble, en ayant emprunté ensemble pour investir ensemble dans l'avenir, ça c'est des changements culturels majeurs pour une Europe qui s'est construite sur la base d'un marché unique au départ. La politique industrielle, c'était un gros mot à Bruxelles il y a à peine 4 ou 5 ans, je vous promets. Le fait qu'on soit amené à utiliser le budget européen aujourd'hui, le budget de l'Union européenne, qui n'est pas un budget gigantesque, mais c'est un budget
substantielle. C'est la première fois qu'on l'utilise pour acheter des armes en raison de la guerre en Ukraine, ou pour encourager des achats en commun ou des recherches en commun dans le domaine militaire et stratégique. C'est la première fois depuis 4 ans. Avant, jamais. Le budget européen, vous aviez toute une bande d'écolos et de pacifistes qui disaient surtout pas, l'Europe est un projet de paix, on ne va pas utiliser le budget pour faire la défense. Tout ça, c'est un changement. Donc actuellement, ça s'accélère beaucoup, Julia. Voilà ce que je veux dire pour vous rassurer. Ça s'accélère et je pense qu'il faudra que le prochain président de la République ait ses idées à porter, sans arrogance, mais je pense que le moment arrive, y compris pour l'Allemagne, qui est le pays le plus influent en Europe, de changer de ligne, voilà, de changer de paradigme et de logiciel. Voilà, c'est le moment, en tout cas. Sinon, on prend le risque d'être sous-traitant. Je vous en prie. Merci, monsieur. Merci. C'était la dernière question. Non, mais j'ai du temps, moi. Je ne veux pas non plus vous embêter, mais c'est pas... Je suis bien avec vous. Hein, pas... Ce sera la dernière question. Mais il est très directif, le jeune homme, là. Monsieur le Premier ministre, je me permettais de vous poser une question, puisque j'ai devant moi la chance d'avoir des jeunes gens qui ont dans 20 ans. Dans 20 ans, dans 25 ans, ils auront 40 ans, 45 ans. Je voulais savoir quel effort on doit leur demander. Est-ce qu'on doit leur demander aujourd'hui de moins consommer pour vivre dans un monde écologiquement responsable? Est-ce qu'on doit leur demander de travailler plus? Ou peut-être pour diminuer la dette, ce dont vous avez évoqué tout à l'heure, on doit leur demander de renoncer à certains services publics. C'est une question franco-française, je vous le conçois, mais c'était mon interrogation sur ce 3e rang plein de promesses. Quels efforts doit-on leur demander pour demain? Oui, peut-être que l'horizon de 20 ans que vous avez évoqué est peut-être aussi le nôtre pour certains d'entre eux. Hein. Et donc, quelque part, si vous demandez des efforts, il n'y a pas qu'aux jeunes qu'il faut les demander. Hein. D'autant plus que nous leur demandons, je l'ai dit 2 fois tout à l'heure, de payer, eux, avec leur travail, pas dans les 20 ans, dans les 30 ans ou 40 ans qui viennent, les emprunts ou les impôts ou les dettes qu'on a accumulées, nous. Hein. Bon. Mais à coup sûr, la France est un pays qui, globalement, travaille moins que les autres. Le temps des congés, je ne parle pas seulement des congés des jours fériés, mais ce temps-là est plus long que l'Allemagne ou que même l'Italie. Donc on va devoir globalement encourager le travail. Hein. Les heures supplémentaires, encourager le travail. Peut-être réadapter les 35 heures. Je pense qu'il faut que, d'autant plus que nous vieillissons. Vous et moi, hein, c'est assez parallèle, si je puis dire. Et que notre pays vieillit et qu'il y a un vrai problème du nombre d'actifs. Hein. Ce qui d'ailleurs pose la question d'une politique en faveur des familles ou de la natalité. Donc globalement, oui, il va falloir travailler un peu plus. Y compris d'ailleurs pour qu'on puisse payer les retraites, hein, je puis dire. Oui, il va falloir qu'on rediscute de la qualité des services publics, c'est-à-dire de l'efficacité de la dépense publique. Je pense qu'il y a, dans un débat démocratique, à se poser des questions sur, je le disais tout à l'heure, pourquoi on prélève autant sur les Français, sur le travail des Français, pour que nos services publics marchent aussi mal, ou parfois mal, très mal. Voilà. C'est vrai de l'hôpital, c'est vrai d'autres services publics. Donc il y a une évaluation à faire. Mais je ne voudrais pas qu'on ne parle aux jeunes qu'en leur disant vous allez devoir faire des efforts. Hein. Parce qu'on a besoin aussi de leur énergie, on a besoin de leur capacité de création, de leur inventivité, on a besoin qu'ils restent curieux. Hein. Ne jamais être blasé, voilà ce que je pense. Si vous me demandez quel conseil, je veux ne jamais être blasé. Jamais être, il faut toujours être curieux. Voilà. Mais bon, je pense qu'il y a... Les jeunes vont devoir faire un effort, il faut qu'ils soient choisis plutôt qu'imposés. Mais si vous me permettez de vous le dire, dans les 20 ans qui viennent, il n'y a pas que les jeunes qui vont devoir faire un effort. Hein. Voilà. Je ne veux pas vous casser le moral, mais enfin, je ne veux pas... Est-ce qu'il y a encore...
Je veux bien prendre encore une question, là, mademoiselle. Vous voyez que je suis désolé de vous contredire, cher monsieur. Hein. Bonsoir, Monsieur Barnier. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence. Lorsque nous avons reçu le mail d'invitation, nous étions tous très ravis de pouvoir nous rendre ici. Alors, ma question, c'était, lorsque nous nous présentons en tant que Français, nous nous disons d'abord Français avant qu'Européens. Et comme nous pouvons le voir par le taux de participation qui ne monte pas très haut lors des élections européennes, comment faire en sorte que les Français se sentent avant tout européens? Parce que par exemple, les Américains, eux, quand ils se présentent, ils disent I'm American, même si le contexte est différent. Donc, comment faire pour que nos concitoyens se rendent compte de l'importance de l'Union européenne, puisque ce qui se discute à Bruxelles ou à Strasbourg peut parfois sembler lointain et certains peuvent se sentir déconnectés de ce qui se passe. Et aujourd'hui, à l'heure où l'unilatéralisme règne en maître, comment faire pour remettre cette question au cœur de l'esprit de chaque Français? Merci. Oui, merci beaucoup de votre question. Je dirais, oui, vous pouvez applaudir, hein, parce que c'est une bonne question. Je pense qu'il faut d'abord sortir français, pour ceux qui ont envie, hein, parce que, ou qui le sont. Qu'est-ce que ça veut dire d'être français? Partager dans une communauté, une langue, les mêmes racines dont on n'a pas à s'excuser, les racines judéo-chrétiennes, les traditions, une idée de la laïcité, du droit, enfin tout ça. Et je redis que tous ceux qui viennent chez nous doivent apprendre à respecter ça ou à s'approprier ces valeurs-là, pour ceux qui, la communauté nationale. Mais être en plus européen, pas à la place d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? En plus européen. Et ça veut dire deux choses, que ceux qui plaident pour cette idée d'une France européenne, comme moi je le fais, expliquent bien qu'il ne s'agit pas de perdre, en devenant européen, ce que nous sommes en tant que Français. De Gaulle, j'ai cité plusieurs fois, vous apprendrez qui est De Gaulle dans les livres d'histoire, parce que moi je l'ai connu, j'étais chef de l'État, c'était un grand privilège. Mais j'avais 14 ans, 15 ans à l'époque. De Gaulle, il disait, il ne faut pas que l'Europe broie les peuples comme dans une purée de marrons. Et on ne veut pas être broyé. Quelquefois, on a ce sentiment que, non, l'Europe doit respecter les nations, l'identité nationale, les différences. Chacun tient à sa différence. Et donc, il ne faut pas laisser penser qu'on va perdre notre différence par rapport aux Allemands, aux Polonais, aux Slovènes, etc. Voilà, donc ça c'est un premier travail à expliquer comment se fait l'Europe. C'est de la pédagogie, c'est de la démocratie. Pourquoi on ne va pas être broyé, pourquoi on ne va pas perdre notre identité, on ne va pas effacer les nations. Voilà. Puis après, il faut aussi que dans le changement de paradigme que j'indiquais à Julia tout à l'heure sur le wake-up call, le changement de dimension, davantage de courage et de volonté au niveau européen, il y a aussi, pour tout vous dire, une dimension qui me paraît manquer au niveau européen, c'est la dimension humaine, voilà, dans le projet européen. L'Europe a été bâtie comme un grand marché, avec de la technique, avec des normes, avec des directives, avec de la finance. J'ai régulé cette finance européenne pendant 5 ans à Bruxelles, donc je sais de quoi je parle à cet instant, mais quelque part, il faut autre chose et en plus. Hein. Il faut des émotions communes. Il faut remettre l'homme au cœur du projet européen, c'est ce que je crois. Et la culture, le sport. J'ai dit un jour en faisant sourire, parce que moi il se trouve que j'ai passé 10 ans de ma vie à organiser avec Jean-Claude Killy les Jeux Olympiques d'Albertville. Hein, donc ça m'a beaucoup marqué, hein, beaucoup. Je pense que une grande politique sportive est nécessaire pour pas seulement le moral, mais la santé publique, l'insertion des personnes en situation de handicap. Il y a plein de raisons pour lesquelles le sport doit devenir une grande ambition régionale, nationale et européenne. Je pense que l'Europe serait fondée à avoir une sorte d'Erasmus du sport. L'un des plus beaux succès de l'Europe, c'est Erasmus, que les Anglais d'ailleurs viennent de rejoindre il y a 10 jours. Hein. Après l'avoir refusé il y a 10 ans, quand je leur ai proposé dans la négociation de rester dans le programme Erasmus,
qui était un programme européen. Ils quittaient l'Union européenne, ils pouvaient le quitter. Ils l'ont quitté, et puis 10 ans après, ils reviennent. Donc ça prouve bien que c'était utile. Donc je pense qu'il faut remettre l'homme, vivre des émotions en commun, comme vous les vivez, peut-être à votre génération plus qu'à la mienne, mais voilà, c'est ça le prochain défi. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de me battre pour ça, quelle que soit la place où je me trouverai. Voilà. Puisque je vous parle des Jeux Olympiques qu'on a connus à Paris, qu'on a connus à Cortina, qu'on a connus à Albertville il y a 30 ans, qu'on va connaître à nouveau dans cette région dans 4 ans, je vais vous dire une chose que j'ai notée au moment où j'organisais les Jeux Olympiques avec Kili. On avait 8000 volontaires, des gens de toute génération, bénévolement, qui passaient beaucoup de temps pour nous aider à réussir les Jeux. Et il y a une chose que j'ai observée, qui pour moi est une leçon durable, et même pour la France de demain, c'est que tous ceux qui ont participé aux Jeux, et c'est vrai à Paris aussi, il y a 1 an et demi, quelle que soit la place qu'ils avaient dans la chaîne, parfois très modeste, de conducteurs, ils gardaient des portiques, ils plaçaient les gens dans les stades, tous ces gens, ils ont eu le sentiment de progresser individuellement, de s'améliorer personnellement. Progresser, c'est très important de se dire, j'ai une marge de progrès, et pendant que ils ont eu le sentiment de progresser individuellement en participant à la réussite d'un projet collectif. Est-ce que je suis clair? Je vous jure que c'est le sentiment qu'ils ont ressenti. C'est ça que je voudrais qu'on essaye de faire pour la France. Voilà. Merci à tous en tout cas.